Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Les fruits et légumes que nous consommons ne sont plus aussi nutritifs qu'avant. Alors, les compléments alimentaires sont-ils vraiment nécessaires? Johanna Calvarin, experte en nutrition et sécurité sanitaire, partage son parcours riche en expériences, notamment à l'ANSES et chez Aprifel, où elle a travaillé sur la nutrition des fruits et légumes en France. Entre les jus de fruits aseptisés et les légumes prêts à consommer bourrés d'additifs, nous avons oublié ce qu'est vraiment une alimentation saine. Les fruits et légumes que nous trouvons en rayon, souvent transformés ou modifiés, ont perdu une grande partie de leurs nutriments essentiels. Leurs bénéfices pour la santé sont dilués, et pourtant, on nous les présente comme des solutions miracles. Rien ne vaut un fruit ou un légume consommé dans sa forme la plus brute. Plus un aliment est transformé, moins il est bénéfique pour la santé. Dans ce dernier épisode de Nutstalk, Johanna donne les quantités de fruits et légumes à consommer par jour pour prévenir les maladies chroniques. Elle aborde également les différences entre agriculture biologique et conventionnelle, ainsi que les mythes entourant certains fruits et légumes. Un épisode qui te permettra de comprendre si tu as besoin de te complémenter. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Johanna, tu es professionnelle expérimentée dans le domaine de la nutrition, de la santé publique et sécurité sanitaire. Est-ce que, avant de commencer à parler du sujet du jour, est-ce que tu pourrais te présenter et nous partager un petit peu ton parcours? Oui, bonjour à tous, bonjour Mélie. Donc en effet, j'ai une quinzaine d'expériences, voilà, dans l'alimentaire, la nutrition santé. Donc moi, mon cursus, il y a quelques années de ça, bien sûr. Donc j'ai réalisé un DUG sciences de la vie et ensuite je me suis orientée vers un cursus en nutrition santé et j'ai obtenu le diplôme d'ingénieur maître en nutraceutique. Alors le terme, voilà, n'est pas forcément connu du grand public, mais c'est tout ce qui est aliment santé. Puis j'ai finalisé par un master professionnel en alimentation, droit, nutrition, santé. Donc, au début de ma vie professionnelle, j'ai pu commencer par, plusieurs missions de 6 mois à 1 an, dont notamment à l'ANSES, donc anciennement l'AFSA, en tant que chargée de projet scientifique dans l'unité nutrition humaine et j'ai pu copiloter une partie du travail sur la réactualisation des apports nutritionnels conseillés en acides gras et coordonner quelques saisines. Donc pour moi, cette expérience m'a vraiment permis de plonger au cœur du monde scientifique et de comprendre l'importance des preuves, suffisantes et robustes pour émettre, des avis éclairés. C'est une expérience qui m'a beaucoup animée et par la suite, j'ai passé donc un temps plus long chez Aprifel, donc j'y suis restée 13 ans. Donc Aprifel, c'est l'Agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes. Donc j'ai été, chef de projet scientifique et ensuite responsable nutrition santé et sécurité sanitaire. Et j'ai notamment là-bas, j'ai notamment, travaillé sur plusieurs sujets. J'ai, coordonné le programme d'analyse nutritionnelle des fruits et légumes en collaboration avec l'ANSES, donc entre 2017 et 2019. J'ai pu aussi participer au programme cofinancé par, l'Union européenne pour appuyer l'action des professionnels de la santé en matière de nutrition et je pilotais des numéros, donc de la revue, mensuelle Aprifel qui est destinée aux professionnels de santé. Donc la version française est destinée aux professionnels de santé et la version anglaise, aux experts scientifiques. Donc j'ai pu solliciter des experts, rédiger des articles, faire des interviews d'experts sur les thématiques nutrition santé et j'ai pu aussi organiser des conférences nationales et internationales. Nous avons du coup la conférence la conférence EGA, pardon, donc une conférence internationale que nous organisons depuis quelques années. Et la dernière d'ailleurs a eu lieu à Barcelone en 2023. Donc voilà, ces missions me permettent de nourrir ma curiosité scientifique et m'ont permis d'appréhender de multiples facettes du travail
collaboratif. Voilà un petit peu un résumé un peu plus poussé de mon expérience. Merci beaucoup. Chers auditeurs, vous l'avez compris, du coup, aujourd'hui, on va parler des fruits et légumes. Est-ce que c'est important d'en manger? Est-ce qu'il y a suffisamment de vitamines dedans, etc. On va essayer de creuser un petit peu le sujet. Mais avant ça, Johanna, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es intéressée à ces sujets de l'alimentation. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Alors pourquoi? C'est vrai que l'alimentation concerne tout le monde et le côté nutrition et prévention de la santé m'a enfin, toujours attirée, je pense, et notamment quand j'ai dû choisir une orientation après mon DUG. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de très généraliste. Voilà, je me suis renseignée et c'est vrai que, travailler sur la nutrition santé, m'a beaucoup, voilà, m'anime beaucoup. C'est vrai que enfin, on sait que la nature nous offre une multitude d'aliments et plantes dont les propriétés peuvent être, bénéfiques, comme on le sait, pour la santé, et la science des aliments évolue et découvrir des nouvelles avancées de la recherche, sur cette problématique me plaît beaucoup. Donc, j'ai une réelle appétence pour l'ensemble des sujets liés à la nutrition, mais également tous les sujets en lien avec la santé, hein, finalement. Et bien évidemment, comme, beaucoup d'entre nous, je pense, qui nous écoutent aussi, j'aime également cuisiner, manger et découvrir de nouvelles saveurs. Alors, tu as parlé de nutrition santé. J'ai l'impression que c'est assez spécifique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et est-ce que ça a un vrai rapport avec l'alimentation de tous les jours? Alors, on peut mettre la nutrition santé dans l'alimentation de tous les jours. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'une alimentation saine peut prévenir le risque de, voilà, de maladies, chroniques, donc de maladies non transmissibles. Donc une alimentation saine, comme le décrit, l'OMS, c'est, notamment manger, au moins 5 fruits et légumes par jour. C'est manger des légumineuses, manger, voilà, des protéines, donc des œufs, de la viande blanche ou quoi que ce soit. Donc on peut, grâce à l'alimentation, jouer aussi sur notre santé pour, voilà, pour se sentir bien. Mais ça peut aller aussi plus loin avec, voilà, tout ce qui est, se sentir bien, éviter, tout type de dépression ou autre. Bon, ça, c'est un peu, Tu as parlé donc d'alimentation santé. Moi, j'aimerais savoir plus particulièrement pour toi précisément, c'est quoi bien manger? alors pour moi, bien manger, c'est déjà se faire plaisir parce que le plaisir est important. Voilà, le plaisir est important, mais il faut manger de tout, varier et essayer de respecter un maximum les repères du PNNS, donc Programme Nutrition, Santé. Donc sur le site Manger Bouger, c'est vrai qu'il y a pas mal de tips pour nous aider. Aujourd'hui, voilà, pour avoir une assiette «saine» entre guillemets, faudrait avoir la moitié, en fruits et légumes, un quart en protéines, un quart en féculents. Et je pense que, avec tout ce qui ressort aussi sur les réseaux sociaux et autres, on a une multitude de recettes. On peut, voilà, cuisiner, que ça soit, enfin, on peut cuisiner cru, cuit, au four, sous différentes formes. Et je pense qu'on peut se faire plaisir avec aussi toutes les, voilà, les épices et herbes, qui existent. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question par rapport à ça, mais Si, si, c'est très bien. Hem, Tu as dit du coup, la moitié de l'assiette en fruits et légumes. Est-ce que tu aurais des chiffres à partager aujourd'hui, par rapport à la population? Est-ce que, la grande majorité arrive à atteindre ce chiffre ou c'est encore vraiment trop faible? alors malheureusement, c'est vrai qu'on, voilà, on aimerait bien, voir, voilà, la population, que ça soit mondiale, française, augmenter la consommation de fruits et légumes. Aujourd'hui, il faut savoir que, il me semble que c'est à peu près 60 des adultes en France, qui ont une consommation moyenne inférieure à la recommandation internationale et nationale. Donc comme, voilà, je le disais tout à l'heure, la recommandation, c'est au moins 400 grammes de fruits et légumes.
Ce chiffre a été basé sur, différentes études internationales qui montrent qu'à ce chiffre, enfin qu'à cette consommation, on atteint une bonne prévention de la santé pour certaines, voilà, maladies chroniques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore voilà, on n'est pas très bon au niveau de la consommation de fruits et légumes et notamment pour les populations, les plus défavorisées, si on peut voilà, si on peut dire. C'est plus compliqué pour eux de mettre, enfin voilà. Tu as parlé de 400 grammes par jour de fruits et légumes. Effectivement, j'ai reçu Anthony Berthoud pour l'épisode 4 du podcast qui, lui, nous expliquait que pour avoir vraiment une santé, on va dire, optimale pour les sportifs, lui, il privilégiait vraiment d'être aux alentours de 800 grammes, voire 1 kilo de fruits et légumes par jour. Est-ce que tu es d'accord avec ce chiffre-là ou pas du tout? Alors, aujourd'hui, alors d'accord ou pas d'accord, voilà, après, moi j'étudie du coup les recommandations et ce qui est voilà et les publications. Donc aujourd'hui, les publications montrent en effet que, plus on augmente, mieux c'est. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a une recommandation à 400 grammes et que seuls 60 enfin seuls 40 y atteignent, tu imagines que voilà, si on met 800 grammes et après c'est vrai qu'on peut avoir un plateau à 400 grammes pour certaines maladies. Par exemple, par contre, pour ce qui est des maladies cardiovasculaires, on voit une augmentation des bénéfices jusqu'à 800 grammes et en effet un plateau. Donc je pense qu'après, il faudrait faire, voilà, une analyse, bénéfice-risque, sur le sujet et jusqu'où en fait il faudrait monter. Mais il faut voilà, en effet, voilà, c'est important de mettre des fruits et légumes, mais l'objectif, c'est d'essayer d'augmenter sa consommation et peu importe sa consommation de base. Je ne sais pas si tu pourras répondre à la question, euh, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, on assimile encore les fruits et légumes avec régime, combat contre le surpoids, l'obésité, la maladie, etc. Alors que finalement, bah, ça peut être quelque chose de fun, je vais dire, entre guillemets, parce que c'est savoureux, il y a de la texture, il y a des odeurs, etc. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses sur le sujet? Est-ce que vous avez fait des études là-dessus ou pas du tout? Alors, c'est vrai que je vais juste parce que j'ai oublié de présenter un petit peu Aprifel. Aprifel, c'est l'Agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes. Donc nous, on a pour objectif vraiment de vulgariser les données scientifiques, heu, au plus grand nombre, donc que ça soit le grand public, les professionnels de santé, les professionnels de la filière fruits et légumes, les experts scientifiques et voilà. On est vraiment, l'interlocuteur privilégié pour, voilà, pour mettre, tout en action et ce que je voulais dire, c'est qu'on fait davantage de vulgarisation que d'études à proprement parler. Donc par contre, voilà, en effet, on a pu lire, voilà, de nombreuses, études sur le sujet, sur la prévention du surpoids et de l'obésité. Donc c'est vrai qu'en effet, les fruits et légumes, bah, ils sont plutôt, enfin, ce sont des bons alliés pour la prévention du surpoids et de l'obésité. Ils ont un faible apport énergétique, ils ont un bon apport en fibres et dans le cadre d'une alimentation saine, variée et équilibrée, ils peuvent avoir leur atout. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans les simplifications, car c'est vrai que d'autres facteurs rentrent en compte, comme le niveau d'activité physique ou encore l'apport calorique. Heu, donc en gros, manger des fruits et légumes ne garantit pas à lui seul une perte de poids ou un maintien, d'un poids corporel sain et c'est vraiment enfin, la lutte contre le surpoids et l'obésité, ça nécessite une approche globale et durable et voilà, qui prenne en compte, différents facteurs. Ensuite, quand tu parles de plaisir, c'est vrai que je pense qu'on peut se faire, on peut se faire plaisir avec, une bonne salade, des épices, entre le croquant, les différentes formes, les différentes saveurs. Je pense qu'on peut avoir une belle assiette, qui ne fait pas régime parce que j'aime pas parler de régime non plus, mais on peut manger en bonne quantité, heu et se faire plaisir, tous les jours. Tu parles beaucoup du plaisir et je trouve effectivement que c'est également important. Qu'est-ce que tu entends par plaisir? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le plaisir, il est un petit peu décorrélé de la réalité et qu'on parle du plaisir un peu à tout bout de champ. Toi, quand tu parles de plaisir, qu'est-ce que tu entends derrière? Alors pour moi, le plaisir, ça aborde plusieurs, aspects.
Le plaisir, autour de la table, déjà de partager avec, sa famille, les amis, un moment convivial. Le plaisir de manger et d'arriver devant son assiette et de dire: «Mmh, je vais bien manger» et pas, «Bon, bah, aujourd'hui je me fais, voilà, des légumes à l'eau, sans enfin, avec pas de saveur ou quoi que ce soit», ça va forcément créer, enfin forcément, je pense, une frustration alors que du coup, voilà, moi pour moi le plaisir est pour moi personnellement, le plaisir est très important quand je suis à table avec que ça soit, toute seule, avec, les amis, la famille et se faire des belles assiettes, qu'elles soient déjà colorées, qu'elles donnent envie et pouvoir partager aussi, là-dessus. Du coup, bah, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le sujet. Quels sont les principaux avantages à consommer des fruits et des légumes pour la santé? Comme je disais tout à l'heure, les bénéfices de la consommation des fruits et légumes pour la santé humaine ont été largement explorés. Donc aujourd'hui, de nombreuses études confirment leur rôle dans la prévention de plusieurs maladies chroniques ou non transmissibles, comme on les appelle, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains cancers, ainsi que la mortalité prématurée. Et ces bénéfices sont principalement liés à leur faible densité énergétique, à leur teneur en fibres, en minéraux, en vitamines, ainsi qu'en substances bioactives telles que les polyphénols et d'autres phytonutriments bénéfiques pour l'organisme. Il faut savoir qu'il y a quelques années, donc en 2000, on voyait des études notamment sur les bienfaits de l'alimentation méditerranéenne, où du coup les fruits et légumes sont un peu un socle aussi de cette alimentation méditerranéenne. Et au fur et à mesure des recherches, des travaux de chercheurs, ils ont réussi du coup à mettre en exergue vraiment voilà, ces bénéfices des fruits et légumes dans le cadre bien évidemment d'une alimentation saine et équilibrée. Aujourd'hui, il y a depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a des travaux qui émergent sur d'autres bénéfices, notamment sur le microbiote, on en parle beaucoup, sur la santé mentale et le déclin cognitif. Et d'ailleurs, à ce propos, par rapport au déclin cognitif, il y a une récente étude qui a évalué l'effet de la consommation de fruits et légumes sur la structure du cerveau, donc notamment sur les volumes de substances grises et blanches, pardon. En fait, les chercheurs, ils ont analysé des données de plus de 10 000 adultes d'une cohorte britannique et d'après ce travail-là, une consommation élevée de fruits frais est associée à des volumes plus importants de substances grises dans des zones telles que l'hippocampe et le cortex temporo-pariétal. Bon, alors, c'est des termes bien spécifiques, mais en gros, il faut savoir que l'augmentation du volume de matière grise dans ces zones-là est notamment associée à une amélioration des capacités fonctionnelles et un ralentissement du déclin cognitif, donc tout ce qui est démence ou autre. Il y a même une autre étude qui a montré par rapport au déclin cognitif que les personnes qui consommaient des fruits et légumes avaient voilà, une meilleure santé et un cerveau plus jeune de 11 ans. Donc voilà, on découvre tous les jours, tous les ans, de nouveaux bénéfices par rapport aux fruits et légumes. Est-ce que ces études, elles sont accessibles au grand public? Alors, elles sont accessibles au grand public, sur une base de recherche, PubMed. Donc, c'est vrai que c'est, une base de recherche, donc PubMed ou Google Scholar. Donc ce sont des articles en anglais. Les résumés sont disponibles et souvent heu, la publication originale est disponible aussi, où on peut faire, directement la demande à l'auteur. Après, ça peut être assez poussé et difficile pour un lecteur lambda, de voilà, de de s'emparer de cette étude. Donc Aprifel a pour objectif aussi de vulgariser ces données, donc d'avoir des petites infographies, sur, différentes thématiques. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a pas mal d'informations sur différentes thématiques et on essaye de passer l'information, avec vraiment, soit des dernières études, soit des consensus pour, pour vulgariser les données au plus grand nombre. C'est vraiment, voilà, valoriser les travaux de la recherche pour informer, le consommateur, les professionnels de santé et autres. Tu as parlé du coup des portions de fruits et légumes. On entend souvent, même tout le temps, qu'il faut 5 fruits et légumes par jour. Mais concrètement, ça représente quoi? Donc, tu as parlé de 400 grammes. Est-ce que c'est ces 400 grammes, c'est également 5 fruits et légumes par jour? Est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus?
Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, voilà. Est-ce que si je mets une salade, si je mets 5 fruits et légumes, est-ce que ça suffit? Alors, c'est pas tout à fait ça. Il faut savoir qu'une portion, c'est 80 grammes de fruits et légumes, 80 à 100 grammes. C'est pour ça que 5 fois 80, on est à 400 grammes. Il faut partir du principe que ça doit tenir dans une main. C'est-à-dire, c'est une pomme, c'est, 5-6 fraises à la louche, hein, parce que j'ai pas les chiffres, en tête. C'est 2-3 abricots, donc ça tient dans la main. Une portion, ça tient dans la main. Super clair. Est-ce que pour toi, d'après les études un peu, que vous faites, il y a des mythes, concernant ces fruits et légumes? Par exemple, bah, il faut pas manger cela ou il faut plus manger cela, parce qu'on voit souvent avec les réseaux sociaux et j'ai l'impression qu'un peu on diabolise certains et puis au contraire, il faut en consommer plus, d'autres. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que non, le but principal, c'est vraiment de varier le plus possible? Alors, oui, pour moi, il y a pas déjà, il y a pas de super aliment, il y a pas d'aliments interdits. Il faut c'est vrai que les fruits et légumes, de par leur richesse en nutriments et selon les couleurs des fruits et légumes, vont amener du coup des substances différentes. Donc, moi, ma préconisation, c'est de manger, des fruits et légumes, variés, de changer, mais d'essayer d'apporter, toutes les couleurs, dans la semaine ou autre. Voilà, on sait que les légumes verts peuvent apporter aussi, voilà, on parle d'une portion par jour pour les légumes verts, par exemple, parce que voilà, il y a des composants, essentiels, pour les bénéfices, notamment, cardiovasculaires, pour l'apport en vitamine, B9, également. Donc c'est vrai que, voilà, faut manger varié de toutes les couleurs, c'est voilà, c'est un petit aspect pratique, pour les consommateurs. Quand on parle de fruits et légumes, on arrive assez rapidement, à 2 catégories entre guillemets. On a le conventionnel, et puis, le bio. Donc le conventionnel où, ben, on va dire qu'il y a beaucoup de pesticides et le bio, ben, qui est beaucoup plus strict et moins de pesticides. Est-ce que les études montrent que, il vaut mieux consommer, le bio ou est-ce que non, quand même le conventionnel, reste bénéfique? Alors, c'est une question dont les chercheurs commencent à s'en emparer. Aujourd'hui, voilà, il y a des études qui montrent, mais il semble qu'il n'y ait pas de consensus, voilà, vraiment à ce jour, mais je pense que des études doivent être encore menées. Alors juste pour rappel, pour que tout le monde puisse comprendre, parce que c'est vrai qu'on parle des pesticides, mais les pesticides, c'est quoi? Donc les pesticides, ce sont vraiment des substances chimiques qui peuvent être naturelles ou de synthèse, dont l'objectif est de protéger les cultures, hein, à la base et enfin à la base, c'est vraiment d'empêcher les voilà, enfin, c'est de protéger les cultures et d'empêcher leur destruction par une maladie ou une infestation. Donc, on parle notamment des herbicides, des fongicides ou des insecticides. Donc, herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes, les fongicides pour lutter contre les champignons et les insecticides pour lutter contre les insectes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a voilà, des modes de production de fruits et légumes différents, mais il faut savoir que depuis de nombreuses années, aujourd'hui, les bénéfices observés des fruits et légumes, c'est sur tout type de enfin, sur tout mode de production, que ça soit agriculture biologique, raisonnée ou conventionnelle, on voit les bénéfices, pour la santé en consommant 400 grammes de fruits et légumes, quel que soit le mode de production. Et à noter aussi que l'EFSA, donc c'est l'Autorité européenne, des aliments, publie un rapport, tous les ans, donc sur la surveillance des pesticides dans les aliments. Et là, cette année, donc ils publient en fait en 2024, mais ce sera sur les résultats, d'il y a 2 ans, donc en 2022. Et là, ils montrent que 96,3 des échantillons ne dépassaient pas les LMR, comme on les appelle, les limites maximales autorisées, donc les niveaux légalement autorisés, ce qui est ce qui est un bon chiffre. Et l'ASA réalise une évaluation des risques alimentaires dans le cadre de son analyse. Et sur la base de cette évaluation, l'autorité a conclu que l'exposition estimée aux résidus de pesticides dans les aliments testés ne présentait qu'un faible risque pour la santé des consommateurs. Et il formule un certain nombre de recommandations qui visent à accroître l'efficacité des systèmes européens de contrôle des résidus de pesticides. Donc, voilà, ça montre qu'on a quand même un bon système. Aujourd'hui, des études sont encore nécessaires à ce sujet voilà, pour poursuivre ce débat et peut-être que dans 10 ou 15 ans, nous aurons une réponse bien précise, mais c'est toujours difficile
de mesurer voilà, ce rapport bénéfice-risque. Mais aujourd'hui, en tout cas, la majorité des études scientifiques montrent qu'à 400 grammes de fruits et légumes, on observe des bénéfices. Donc surtout, moi, si j'ai un conseil, c'est manger des fruits et légumes qui soient bio, conventionnels, mais se dire de ne pas manger des fruits et légumes parce que du coup, ils sont pas bio. Voilà, il faut manger des fruits et légumes. C'est ce serait le Et message que je passerai. oui, non, mais tu as raison. Déjà, dans un premier temps, en rajouter. Et puis après, au fur et à mesure, si on a les moyens, etc., pouvoir aller peut-être vers de la meilleure qualité, effectivement. Est-ce que tu aurais des recommandations? Alors là, peut-être que c'est en dehors de tes compétences, mais pour, je ne sais pas, préparer ou diminuer peut-être les pesticides qu'il pourrait y avoir sur certains fruits et légumes en amont de la préparation culinaire? Alors, déjà, il faut savoir que faut toujours laver ses fruits et légumes pour éliminer toute impureté qu'il pourrait y avoir sur, le fruit et légumes. Parce que c'est vrai que, des fois, ils sont, en libre accès, tout le monde peut toucher. Donc déjà bien, voilà, bien nettoyer. Après, donc nettoyer à l'eau, hein, juste à l'eau, ça suffit. Et ensuite, c'est vrai que l'épluchage montre que, on peut, voilà, enlever certains résidus de pesticides, mais sachant que si on enlève aussi la peau, on peut enlever des nutriments importants. Donc après, c'est selon, ce qu'on souhaite et encore une fois, c'est manger varié, et diversifier, voilà, diversifier, les fruits et légumes consommés. Et est-ce que tu conseilles, il y en a, ils donnent des astuces de laver les fruits et les légumes avec soit du vinaigre, soit avec, je crois, du bicarbonate ou quelque chose comme ça, ou peut-être d'autres solutions. Est-ce que ça, les études montrent des bénéfices ou pas forcément? Alors, on n'a pas travaillé dessus, donc là-dessus, je pourrais pas, voilà, répondre à cette question précisément. Ok, ça marche, pas de souci. Euh, Avec notre système agricole actuel, il y a des études qui montrent que les fruits et les légumes, ils semblent avoir beaucoup moins d'avantages nutritifs qu'avant. Est-ce que c'est avéré ou pas du tout? Oh là là, vaste question. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça, mais je vais pas trop m'étendre sur ce sujet. Nous, on n'a pas trop travaillé, voilà, vraiment, dessus. Je sais pas si tu connais, si les auditeurs connaissent, mais Léon Guéguin, qui est ingénieur, agricole et membre de l'Académie, d'agriculture de France, avait écrit un bel article à ce sujet il y a quelques années. Et je souhaite rappeler qu'il est important de noter que la qualité nutritionnelle dépend de nombreux facteurs. Avant tout, ce sont la variété et le génotype qui influent le plus. Ensuite, le climat, les conditions agricoles et il y a aussi le stade de maturité au moment de la cueillette. Et même par exemple, si on prend la tomate, entre 2 tomates, une tomate cerise et une tomate, plus grande, plus grosse, il y a des différences. Une tomate, cerise sera plus riche en vitamine C car plus concentrée. Donc pour revenir sur le travail de Léon Guéguin, donc il a effectué un travail de comparaison des tables de composition nutritionnelle et il soulève un point important parce qu'en fait, au fil du temps, les méthodes d'analyse ont évolué. On en parle aussi, voilà, beaucoup et du coup, c'est assez difficile de comparer aujourd'hui des données nutritionnelles, avec celle d'il y a 60 ans, par exemple. Lui, il s'est focalisé sur, voilà, il y a 60 ans. Il a quand même essayé de relever ce défi, notamment pour les fruits et légumes et pour la vitamine C qui est, ben, du coup, la vitamine un peu, emblématique, des fruits et légumes. Elle n'a pratiquement pas varié au fil du temps, à l'exception d'une diminution, il me semble, de 30 pour la carotte. Mais c'est vrai que la vitamine C, la durée de conservation est très importante. C'est le principal facteur de variation de la teneur. C'est-à-dire que si vous achetez du coup un fruit ou légume ou s'il est coupé, la teneur en vitamine C va diminuer au fur et à mesure. Pour le bêta-carotène, donc c'est le précurseur de la vitamine A, il n'y a aucune diminution importante qui a été observée, sauf, éventuellement, pour, voilà, pour 2 fruits ou légumes, il me semble. Pour les minéraux, globalement, c'est stable, donc notamment magnésium et potassium.
Et pour le fer et le zinc, donc les oligoéléments, voilà, il y a pu y avoir une diminution, mais la contribution à l'apport global est insignifiante, en fait, parce que ce ne sont pas les aliments qui apportent, voilà, le plus de fer ou de zinc. Heu, donc en conclusion, Léon Guéguin, indique qu'il n'y a pas eu de dégradation significative des qualités nutritionnelles des aliments au cours des 60 dernières années et les différences observées n'ont pas d'impact notable sur la valeur nutritionnelle globale de notre alimentation. Donc, ce document est accessible sur le site de l'Académie de l'agriculture de France. Ça s'appelle voilà, La valeur nutritionnelle des aliments a-t-elle diminué depuis 60 ans. Donc, pour les lecteurs, s'ils souhaitent avoir un peu plus d'informations, qu'ils n'hésitent pas à aller lire sur le site. Tu peux rappeler le site internet? Oui, Académie de l'agriculture de France. Ça marche, je mettrai les liens dans les Ok. notes de l'épisode. Et est-ce qu'il y a des différences entre le conventionnel et le bio? Je reviens là-dessus. Ou c'est pareil, ça reste à peu près stable? Ou non, vraiment, par exemple, le bio montre que vu qu'il y a moins de pesticides, je sais pas, et du coup a des valeurs peut-être nutritionnelles un peu plus importantes? Ah, au niveau valeur nutritionnelle, alors oui, on a vu que, comme la plante est plus stressée, elle va du coup, produire plus de substances antioxydantes, donc vitamine C ou autres. Donc on montre, une légère, augmentation de valeur nutritionnelle, mais qui n'a pas forcément d'impact, après sur les bénéfices. C'est pas parce qu'on augmente de 5 ou 10 que du coup cette teneur-là sera impactante pour la suite. Je sais pas si voilà, tu vois ce Ouais, que et est-ce que la qualité, alors là, peut-être qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites, mais est-ce que la qualité, par exemple, de la vitamine C sur un fruit ou légume conventionnel et un fruit légume bio est de meilleure qualité, on va dire peut-être meilleure, une biodisponibilité peut-être meilleure ou autre sur du bio que du conventionnel, ou il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus? alors, est-ce que tu peux, En redire ta fait, je question je pour me que je pose me la souvienne? question Ouais. si, c'est exactement la même qualité de vitamines, par exemple, parce qu'on parle pas mal de vitamine C, sur un fruit ou légume conventionnel qu'un fruit ou légume bio, ou non, il y a quand même une différence parce que comme tu as dit, la plante, elle est stressée et du coup, la qualité, de ce qu'elle va produire est différente? Ah, on n'a vraiment pas travaillé sur, voilà, sur ce sujet, voilà, donc je vais pas pouvoir, OK, ouais. pas de souci. Mmh. Tu as parlé de stress au niveau de la plante. Pourquoi en bio, juste pour que les auditeurs comprennent bien, pourquoi la plante, elle est plus stressée, en bio qu'en conventionnel? Alors, pour moi, mais du coup, faudrait voilà, comme on travaille pas vraiment dessus, mais, c'est vrai que la plante, si elle n'a pas de traitement, pour éliminer, les mauvaises herbes, ou toute autre de chose, ben, elle va combattre, toute seule. Donc elle va se stresser et produire, voilà, des antioxydants tels que la vitamine C qui va pouvoir permettre, de lutter, il me semble, mais il faudra que je regarde un peu plus, ce sujet-là par la suite. Alors Aprifel, a mis en place des fiches nutritionnelles. C'est quoi l'objectif, derrière ces fiches? Alors c'est vrai que, nous avons élaboré des fiches nutritionnelles, donc une centaine, de fiches nutritionnelles. Donc on a, sur les fiches nutritionnelles, donc qui sont réalisées par produit, on y retrouve notamment une description des caractéristiques physiques et organoleptiques, donc qui sont basées forcément sur des publications scientifiques récentes. On a la composition nutritionnelle et les allégations nutritionnelles de santé et ensuite toutes les références bibliographiques qui nous ont permis d'élaborer ces fiches. Aujourd'hui, il faut savoir que concernant la composition nutritionnelle des aliments, en France, nous avons la chance d'avoir une base de données de référence qui est la table SIQUAL gérée par l'ANSES et les données qui y figurent proviennent soit de la bibliographie, soit de l'étiquetage, de programmes d'analyse réalisés par l'agence et ses partenaires, ou encore, s'il n'y a pas de données nationales, de tables nutritionnelles étrangères. Donc c'est vrai que c'est un outil, vraiment très important pour les professionnels de la nutrition, qui l'utilisent pour établir des menus, des recommandations personnalisées à leurs patients et la base est également très utilisée par les professionnels de l'agroalimentaire, les équipes de recherche en épidémiologie nutritionnelle, pardon, mais également le grand public.
Et de notre côté, c'est vrai qu'au niveau des fruits et légumes, quand on regardait dans la table, enfin, voilà, c'était plutôt des valeurs, de table, nutritionnelles étrangères. Donc on a voulu avoir des données actualisées et représentatives des fruits et légumes consommés en France. On a donc établi un partenariat avec, l'ANSES, donc enfin, Aprifel et l'ANSES entre 2017 et 2019, avec une analyse nutritionnelle de plus de 100 fruits et légumes. C'est-à-dire qu'on a regardé, protéines, lipides, glucides, mais aussi vitamines et minéraux. Et nous, à côté, on a on a fait appel à un autre laboratoire pour tout ce qui est polyphénol. Donc l'objectif, voilà, vous l'avez bien compris, c'était d'avoir des données, les plus proches des habitudes réelles de consommation en France, métropolitaine. Et on a d'ailleurs, travaillé sur, le cuit, le cru. Les analyses, nutritionnelles, par exemple de l'aubergine, ne seront que sur le cuit parce que, il me semble que l'aubergine, on ne la mange que cuite, n'est-ce pas? Sur le poivron, par contre, on a des données sur, tout type de poivron et sur cru et cuit. Ça permet du coup, voilà, d'avoir des données et ensuite pouvoir, grâce à ces données, profiter, du règlement européen 1924-2006 sur les allégations nutritionnelles. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un produit, le kiwi. Le kiwi a, tant de vitamine C, je n'ai plus le chiffre en tête, j'en suis désolée, mais quand on fait un calcul, on voit que, 2 kiwis couvrent les besoins, nutritionnels, quotidiens, pardon. Et on peut utiliser à partir de 30% ou à partir de 15, alors à partir de 15%, on peut dire que, 15% des valeurs nutritionnelles de référence, on peut dire que le kiwi, est source de vitamine C. On peut utiliser ensuite une allégation de santé sur la vitamine C. La vitamine C contribue, au bon fonctionnement de l'organisme. Donc ce sont des allégations de santé autorisées. Je ne sais pas si voilà, je m'y perds peut-être un peu parce que voilà, je maîtrise, un peu le sujet et j'ai l'impression de partir un peu, voilà, à droite à gauche, mais je ne sais pas, voilà, si c'est clair ou si tu veux que je détaille, certains éléments? Je pense que c'est clair. Moi, j'aimerais juste qu'on détaille un petit peu cette histoire d'allégation parce que Mmh. on retrouve les allégations énormément sur les produits transformés et on va en parler un petit peu plus loin. Mais je trouve très peu d'allégations, par exemple dans le rayon fruits et légumes. On verra jamais affiché banane, je sais pas, est riche en potassium. Mmh. Euh, et du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ces allégations et pourquoi on ne met pas plus l'accent sur les avantages qu'ont les fruits et légumes, alors qu'on met des avantages faramineux sur des produits transformés et qui sont potentiellement, voire même néfastes pour la santé. Alors c'est vrai que les produits transformés, déjà, ils ont un emballage. Donc c'est vrai que le règlement européen a aussi été, réalisé pour qu'il n'y ait pas de tromperie aux consommateurs. Aujourd'hui, quand vous allez dans un rayon fruits et légumes, il y a enfin voilà, les bananes en vrac concrètement, il y a des obligations, notamment, la catégorie l'origine, mais il est difficilement enfin, c'est assez difficile de communiquer au niveau, voilà, au niveau des bénéfices santé et des allégations nutritionnelles. Par contre, après, c'est vrai que nous, notre site, enfin le site d'Aprifel est fait aussi pour, que les professionnels de la filière fruits et légumes puissent s'emparer, de nos messages, pour qu'ils puissent aussi plus dans des, brochures, des flyers ou sur leur site, de faire un peu plus de communication. Et est-ce que vous avez travaillé sur des études qui montrent qu'un produit transformé, avec potentiellement même l'ajout de vitamines peut-être de synthèse ou même l'ajout de vitamines naturelles, mais au niveau de la biodisponibilité du corps, est-ce qu'elle est égale à un fruit ou un légume? Par exemple, je ne sais pas, je vais prendre, on pourrait prendre plusieurs catégories. On va dire par exemple une compote, par exemple, oui, une compote. Est-ce que c'est pareil qu'une pomme? Ou alors après, est-ce qu'on va plus loin dans la transformation? On va dire, je sais pas, j'ai vu des bandes de fruits, par exemple, parce que c'est pratique à emporter, comparé à une pomme. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que ben non, il vaut mieux 1000 fois manger une pomme plutôt que ce genre de produit transformé, alors que sur le produit transformé, on marque l'allégation riche en vitamines, etc., quoi.
Alors, très bonne question. Alors il me semble, mais du coup, voilà, ça fait quelques mois que j'ai pas refait de veille, mais il n'y a pas beaucoup d'études. On ne sait pas vraiment encore, aujourd'hui. Après, c'est vrai que la matrice alimentaire, on commence de plus en plus à parler, c'est-à-dire le fruit en tant que tel. On n'a pas beaucoup de retours dessus, mais alors, je ne vais pas répondre tout de suite, enfin, à ta question directement, mais je vais plutôt prendre, voilà, le smoothie ou le jus parce que c'est vrai que, par exemple, on prend, une orange, vaut mieux manger une orange fraîche le matin qu'un jus, mixé, heu, de 7 oranges parce que finalement, les consommateurs, ce qu'ils vont faire, s'ils veulent avoir un verre, ils vont prendre 3 oranges. Donc les fibres ne seront plus pareilles et au niveau de la satiété, c'est pas la même chose et en plus, au niveau du sucre, ils vont du coup doubler par 3 au niveau du sucre. Après, je pense que ce que tu mentionnes et je pense que les consommateurs, souhaiteraient avoir, cette réponse-là, mais c'est une étude qui devrait être en effet, portée par Aprifel ou d'autres organismes. Mais je pense que c'est enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'étude dessus, mais peut-être que c'est en cours. Mais je trouve que ce serait voilà, un excellent travail à mener. Oui, c'est vrai. J'ai fait un épisode sur un peu les aliments ultra transformés avec Kelly Frank. C'est le podcast numéro 36. Si les auditeurs sont intéressés d'en apprendre un petit peu plus et de creuser un petit peu plus ce sujet de l'importance de la matrice alimentaire et de consommer plutôt des aliments bruts plutôt que des aliments ultra transformés. Hein, j'ai pas dit transformés, j'ai bien dit ultra transformés pour plusieurs raisons. Bah, je vous laisserai aller l'écouter, c'est l'épisode 36 du podcast. Est-ce que Aprifel, du coup, a fait des résumés d'études peut-être sur l'impact de la consommation des aliments ultra transformés? Alors, on a suivi en effet, du coup les études, dessus et on a notamment, des interventions, lors de nos conférences à ce propos. Nous, on n'a pas fait, voilà, d'études à proprement parler. Les aliments ultra transformés, donc ils ont subi de nombreuses transformations par des procédés industriels auxquels on ajoute des additifs ou ingrédients et ils renferment d'autres substances aussi, dont on ne connaît pas encore bien l'impact à long terme. Certains additifs, par exemple, ou des sous-produits issus des étapes de transformation industrielle ou voilà, certains contaminants qui peuvent provenir des emballages. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui suggèrent quand même que les personnes qui consomment beaucoup d'aliments transformés ont plus de risques de développer certains troubles comme voilà, le surpoids, l'obésité, le diabète ou encore l'hypertension. Et il y a des travaux qui suggèrent aussi que ces aliments pourraient augmenter le risque de cancer, de maladie de Crohn. Donc la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique du tube digestif, pardon, ou même de symptômes dépressifs. Aujourd'hui, les mécanismes ne sont pas connus. On parlerait aussi du microbiote intestinal, c'est vrai qui voilà, qui jouerait un rôle prépondérant. Mais voilà, je pense que des études sont encore nécessaires et aujourd'hui le site, ben, voilà, on parlait du PNNS tout à l'heure, le site Manger Bouger préconise aujourd'hui de quand même limiter leur consommation par précaution. Les fruits et les légumes, est-ce qu'il faut tous, alors là c'est vraiment une question qui me passe par la tête comme ça, est-ce qu'il faut tous les garder au frigo? Parce qu'à un moment tu as dit si on le coupe, du coup, la vitamine C par exemple, ben, elle va se perdre beaucoup plus rapidement. Est-ce que si on les conserve au frigo, ça se conserve plus? Est-ce que non, il y en a certains, il faut surtout pas les mettre au frigo? Est-ce qu'il y a des règles comme ça? Oui, alors il y a des règles et enfin, Aprifel a travaillé dessus et notamment avec Interfel, donc l'interprofession des fruits et légumes. En fait, il y a vraiment des règles. C'est-à-dire que les tomates, alors c'est pas pour les qualités nutritionnelles, c'est plus pour les qualités gustatives. Les tomates, s'il vous plaît, ne les mettez pas au frais si vous voulez garder, voilà, la qualité nutritionnelle. Donc je pourrais, voilà, je pourrais envoyer à Mehdi, le lien pour comment bien conserver.
Donc, c'est vraiment un tableau qui reprend, voilà, l'ensemble des fruits et légumes, comment les conserver plutôt au frais, dehors, avec quels légumes ou surtout pas ne pas les mettre parce que des fois 2 légumes ou fruits ensemble, ça peut mûrir aussi plus vite. Donc il y a vraiment des conseils, à mettre en place assez facilement grâce à cette brochure. Donc, je t'enverrai le lien, Mehdi. Ouais, c'est super, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Mais du coup, on reste plus sur de la texture, sur du goût, etc., mais pas sur des gains nutritionnels. Alors, si, il me semble, alors je suis pas, assez, experte, en la matière et je pourrais, re-regarder, mais le froid, peut conserver quand même certaines, vitamines et minéraux, certaines vitamines surtout parce que les minéraux ça va moins bouger. Après c'est vrai que et on sait que la chaleur, parce qu'on parle de canicule, mais là c'est pas vraiment la la saison, mais ça peut je pense dégrader parce que c'est vrai que quand on cuit à l'eau, par exemple, des légumes, on peut perdre énormément de vitamine C. C'est pour ça qu'on conseille aussi, de cuire, à l'étouffée ou à la vapeur pour garder, les vitamines qui se seraient, évaporées. Oui. Et concernant les fruits et les légumes frais, entre guillemets, donc on a bien compris que tu as expliqué que suivant comment forcément il est récolté, suivant dans la terre dans laquelle il a poussé, si c'est une terre riche, eh ben, effectivement, le légume et le fruit, il sera un peu plus riche en vitamines. Quand il a été récolté, effectivement, s'il est récolté trop tôt, eh ben, c'est pas bon. Trop tard, effectivement, c'est pas bon non plus. Donc, il faut qu'il soit récolté correctement. Mais entre la période où il est récolté, le moment où il se retrouve sur les étals, puis le moment où les personnes le mangent, effectivement, il y a quand même un laps de temps assez important. Est-ce que le surgelé est vraiment une meilleure solution pour la conservation de tout ce qui est vitamines et minéraux? Alors pour revenir, c'est vrai il y a un laps de temps, mais finalement pas trop, parce qu'aujourd'hui les études montrent quand même et nous ce qu'on a fait avec l'ANSES, par rapport aux analyses nutritionnelles, c'est vraiment sur, le fruit ou le légume qu'on achète. C'est pas du coup, le fruit ou légume qui vient d'être cueilli. Donc on a aujourd'hui quand même, des allégations nutritionnelles. Les produits sont, il y en a beaucoup qui sont riches en beaucoup de vitamines et minéraux et c'est important de le souligner. Après, oui, le surgelé, permet en effet, alors outre tout ce qui est vitamines ou quoi que ce soit, ça permet d'avoir, à disposition, aussi des fruits et légumes sous une différente forme et quand on n'a pas le temps de pouvoir cuisiner. Après, je suis pas experte non plus, là-dessus, mais c'est vrai que peut y avoir une supérieure enfin supérieure, une légère augmentation en vitamine C, pour les produits surgelés parce qu'ils ont été, surgelés tout de suite donc en effet, bien conservé si je ne dis pas, d'erreur. Parce que du coup, on n'a pas travaillé, à prix faible sur ce sujet-là. Il y a une grosse question que beaucoup de monde se pose, c'est est-ce que une bonne alimentation, donc en fruits et légumes, en légumineuses, comme tu l'as dit au début de l'épisode, couvre tous nos besoins et du coup on n'est pas carencé, ou aujourd'hui, moi j'entends beaucoup de coachs ou autres personnes qui disent que de toute manière l'alimentation aujourd'hui, on est forcément carencé parce qu'elle ne couvre pas les besoins en termes de vitamines et minéraux, etc. Alors pour moi, c'est vrai qu'une alimentation équilibrée, variée, riche en fruits, légumes, hein, je redis tout ce que tu viens de dire, mais protéines, céréales complètes et matières grasses saines, peut potentiellement couvrir tous les besoins nutritionnels d'une personne en bonne santé. Je tiens à le préciser, une personne en bonne santé. Mais c'est vrai que les besoins nutritionnels enfin, varient selon divers facteurs, hein, l'âge, le sexe, le niveau d'activité physique, l'état de santé et d'autres facteurs individuels. C'est vrai que, par exemple, si on prend les femmes enceintes, les enfants en croissance, les personnes âgées ou les athlètes, ils peuvent avoir des besoins nutritionnels spécifiques et qui nécessitent une attention particulière. Et du coup, la supplémentation, dans certains cas, peut être nécessaire pour prévenir
ou traiter des carences ou déficiences. Par exemple, on peut parler de la vitamine D, le fer, le calcium, la vitamine B9 ou B12 qui peuvent être déficients chez certaines populations. Par exemple, si on prend les personnes végétariennes ou végétaliennes, souvent elles auraient besoin de suppléments en vitamine B12. Pour les femmes en désir de grossesse ou en début de grossesse, une supplémentation en acide folique, donc vitamine B9, est généralement recommandée pour prévenir le risque de malformation et de retard de croissance. C'est très, très important, mais il faut pas oublier que, c'est important d'aller voir son médecin, faire des bilans de santé réguliers et de consulter un professionnel avant toute prise, de compléments alimentaires ou autres, pour savoir si vraiment la personne en a besoin ou non. Ouais, mais comme tu l'as dit, là, en fait, tu as vraiment donné des cas particuliers. La femme enceinte, c'est pour moi quand même un cas particulier. On n'est pas tous les jours, enceinte, et puis, d'autant plus pour les hommes. Le végétarien, c'est effectivement aussi un cas particulier. Le sportif, alors moi, j'aimerais bien faire un peu la différence entre le sportif occasionnel, c'est-à-dire, on va dire 3 fois dans la semaine et le sportif un peu plus de haut niveau qui s'entraîne, 4, 5, 6 fois, voire même, 7 fois, dans la semaine. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent et OK, peut-être qu'il va devoir se supplémenter. Là-dessus, on a également un épisode avec, c'est l'épisode numéro 35 avec Frédéric Maton. Non, pardon, c'est pas le 35, autant pour moi. C'est le numéro 30 avec Frédéric Maton, où on parle effectivement des différentes catégories de sportifs et qui doit se complémenter ou pas se complémenter. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller l'écouter, celui-ci. Mais pour une personne normale, enfin normale, on va dire qui fait un peu de sport, qui s'entretient, qui mange sainement, pour lui, c'est largement possible d'avoir une alimentation complète. Il n'a pas besoin de se complémenter. Mmh. Alors pour moi, oui, oui, après, encore une fois, il peut en parler avec un professionnel et son médecin généraliste, pour avoir un peu plus heu, d'éléments. Super. J'aimerais qu'on parle un petit peu des expériences, surtout par rapport aux enfants, parce que il y a des études qui ont montré que les parents influencent le comportement et la santé. Est-ce que Aprifel a fait des recherches là-dessus? Oui, en effet, tu as tout à fait raison et Aprifel a réalisé, une revue bibliographique. Donc une revue bibliographique, c'est, aller chercher, tous les articles scientifiques publiés à l'international, heu voir ce qu'il en dit. Donc là, ils ont répertorié 500 articles scientifiques, donc entre 2010 et 2022, sur les freins et le levier à la consommation des fruits et légumes chez les enfants. Il y a une centaine de publications qui a été retenues pour analyser. Donc, soit c'était des actions pédagogiques basées sur une approche théorique, à savoir tout ce qui est éducation nutritionnelle, de jeu ou via le digital, soit des interventions basées sur une approche pratique, donc jardinage, atelier culinaire, éducation sensorielle, ou des interventions ciblées sur l'environnement de l'enfant, donc comme tu en parlais, l'impact des pères, donc l'impact des parents, mais aussi la modification de l'offre alimentaire, l'exposition répétée aux fruits et légumes et l'amélioration de l'accessibilité. Donc, cette étude a montré, et qui est disponible de mémoire ou au moins sur demande à Aprifel, mais cette étude a montré que l'éducation à la nutrition seule n'a pas d'impact chez les enfants et en revanche, l'exposition répétée aux fruits et légumes augmente les préférences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, ça fait voilà un bon bout de temps, qu'on voit que, voilà, les parents qui essayent de donner des fruits et légumes, surtout dans la diversification alimentaire, ça peut être un peu, difficile parce qu'il y a des refus ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir qu'il faut au moins 8 à 10 fois pour que l'enfant accepte. C'est-à-dire qu'il faut pas voilà, il faut essayer de présenter sous toutes les formes et de varier les formes d'exposition, donc de travailler la répétition et il ressort, mais ça je pense que c'est pour tout, que les interventions combinées, que ça soit éducation aux connaissances, les manipulations, la cuisine, le jardinage, les jeux, voilà, sont plus efficaces que les actions finalement, uniques ou avec une seule composante. Et la majorité des études intégrées là, dans cette, revue montrent un effet positif lorsque les enfants ont une approche pratique avec des manipulations.
dès qu'on les met en œuvre, que ça soit du jardinage, que ça soit un atelier culinaire ou autre, voilà, c'est important. Il faut pas oublier aussi que c'est important les nudges. Alors je ne sais pas si les éditeurs connaissent ce terme, on en parle un peu plus. Les nudges, c'est les petits coups de pouce en fait, les choses qui vont nous donner envie de manger des fruits et légumes. Par exemple, un coup de pouce, c'est les fruits et légumes, on met une corbeille sur la table, accessible, c'est visuel, c'est accessible à la main. Et ben du coup, on se dit, oh, il y a un fruit là, voilà, on pioche. Et du coup, ça permet d'augmenter aussi la consommation des fruits et légumes chez les enfants, mais aussi chez les adultes. C'est Oui, magnifique. c'est super intéressant ce que tu dis, cette histoire de petits nudges, là, de petits coups de pouce qu'on peut mettre avec la coupelle de fruits. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors je sais plus, j'avais lu ça sur une étude qui disait que l'homme, hein, en termes général, avec un grand H, met environ 3 secondes à prendre une décision. Ça veut dire que si par exemple on a, je sais pas, une barre de céréales devant soi et la coupelle de fruits qui est juste derrière, eh ben, on va prendre la barre de céréales parce qu'elle est plus proche et parce que bah, la réaction qu'on a à prendre la barre, elle est, je sais pas, de 2 secondes, alors que la coupelle de fruits, bah, ce serait 4 secondes. Alors que si on fait l'inverse, on met la barre juste derrière la coupelle de fruits, on la voit, hein, on va dire, elle est cachée, et la coupelle de fruits devant, et ben, on va prendre le fruit et pas la barre parce que c'est ce qui est le plus proche. Donc, Mmh. c'est super intéressant ce que tu dis, ces petits trucs nudge. Donc, essayer de, pas de switcher son cerveau, mais de faire en sorte d'avoir en accès facilité ces petites choses, donc comme tu as dit, fruits, légumes, jardinage, etc., quoi. Mmh. Et puis, ce que je trouve vraiment hyper intéressant avec les enfants, c'est qu'ils adorent jouer. Et comme tu as dit, ça peut faire une activité le week-end pour les parents. Je sais pas, faire un petit peu de jardinage, puis même faire des repas. Par exemple, on pourrait se dire que le week-end, on fait, par exemple, pendant 1 heure ou deux avec son enfant, les goûters de la semaine. Mmh. Et puis, bah, ça permet de faire une activité où l'enfant, il apprend, il s'amuse, il comprend qu'en utilisant des vrais ingrédients, eh ben, il va faire quelque chose avec ses propres mains et il aura potentiellement plus envie de le manger. Je ne sais pas s'il y a des études ça qui montrent que si l'enfant le fait lui-même, eh ben, il a plus envie derrière de le manger. Alors moi, j'ai pas travaillé sur cette thématique, mais en effet, je pense qu'il y a des études, dessus. Moi, je sais que personnellement, voilà, je je parle de mon cas, mais mon fils, quand je fais des pancakes bananes avec lui, le matin et avec ma fille qui n'aime pas les bananes d'ailleurs, et ben, voilà, il y en a même plus pour le goûter de la semaine. Mais et mon fils, voilà, mes enfants vont m'aider et ils adorent ça. C'est vrai que de manger, voilà, ce qu'on a fait. Après voilà, c'est personnel parce que je n'ai pas, lu la littérature, là-dessus. Mais je pense que c'est vrai que de toute manière, quand on implique, l'enfant, c'est un atout pour la suite. En tout cas, nous, on l'a vu. Moi, j'ai pu participer, donc Interfel, l'interprofession des fruits et légumes, heu, anime souvent des ateliers avec des diététiciens, du coup, que ça soit au salon de l'agriculture ou, voilà, dans des marchés, à différents moments, ils font des ateliers culinaires et c'est vrai qu'il y a des enfants et il y a des parents qui disent: «Non, non, mais il va pas manger en fait, il mange pas ça» et en fait, il goûte, il fait: «Ah mais c'est super bon, est-ce qu'on peut prendre la recette maman?» Donc du coup, c'est vrai que si c'est amené aussi par d'autres personnes, ça implique aussi le parent qui fait: «Bah, en fait, finalement, j'ai pensé qu'il n'aimait pas ça, je ne fais pas ça» et au final, ben, présenté sous différentes manières et avec, voilà, cette histoire de jeu ou de voilà, on fait un petit comment dire? On fait un petit atelier culinaire, c'est sous forme de smoothie, la couleur est sympa, on rajoute, des petites choses dedans qui font qu'on a envie de goûter. Ben, du coup, c'est la théorie des petits pas, c'est-à-dire qu'on avance au fur et à mesure et puis, un jour ces enfants vont être, de toute façon seront les consommateurs de demain. Donc si on arrive du coup à à faire bouger les choses, on espère qu'après on n'arrive pas à ce chiffre de 60 d'adultes qui ne consomment pas de fruits et légumes, mais, que ça voilà, que ça baisse de plus en plus. Oui, et puis il y a tellement de façons, comme tu viens de le dire, de faire à manger. Tu as dit en smoothie, ça peut être en purée, même brut comme ça. Il y a les épices, il y a les aromates. Enfin,
Je veux dire, si on n'aime pas, sous cette forme-là, il y a encore 40 autres formes à tester, à jouer, à apprendre. Donc, effectivement, c'est pas parce que, l'enfant n'aime pas, cette version-là qu'il aimera pas la quatrième ou cinquième version, qu'il a Ah lui oui. aussi essayé de faire. Personnellement, je me bats avec les enfants. Il y a des choses, c'est en quiche, il y a des choses, c'est rôti, des choses, c'est vapeur. Donc, non, non, mais il faut, voilà, il faut tester, il faut, voilà, découvrir, et ne pas hésiter, voilà, à tester des nouvelles recettes. Quand on parle, d'agriculture, de fruits et légumes et cetera, on parle aussi beaucoup de durabilité. Est-ce qu'Aprifel a travaillé sur ces projets, enfin sur ces choses-là de durabilité dans l'alimentation? Tout à fait, c'est vrai que c'est ma voilà, ma collègue qui travaillait dessus. On a d'ailleurs, sorti une publication à ce sujet. On y travaille depuis 4 ans, je pense, mais c'est vrai que là, les fruits et légumes ont une, ont une belle part, hein, parce que alors j'ai la définition, de la durabilité, mais de toute manière, vous pouvez aller la voir, c'est la définition de la FAO. Aujourd'hui, c'est vrai que nous devons changer notre, régime alimentaire pour, pour nous adapter à cette transition et oui, on peut du coup inclure davantage enfin on peut, il faudrait inclure davantage d'aliments sains à base de végétaux, mais il faut aussi enfin, ça ne suffit pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, il faudrait diminuer, réduire la consommation de produits animaux, heu, par rapport à ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais voilà, par rapport à l'étude, nous, qu'on a menée, elle est accessible en ligne et on a aussi des donc Aprifel édite des revues mensuelles, qui s'appellent Équation Nutrition. C'est par thématique. Alors en plus, je trouve très jolie la page d'accueil parce que, on va directement là où on veut. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses sur la durabilité, mais aussi sur les bénéfices santé, sur les comportements, comportements des consommateurs et on peut aller, farfouiller un petit peu, voilà, toutes les données et avoir voilà, on a une infographie des fois qui représente, la thématique en question. Donc, j'invite les auditeurs, s'ils le souhaitent, à aller consulter les différentes, pages sur le site Aprifel. Ouais, c'est vrai que c'est effectivement très bien fourni, en tout cas, tout à fait. Le lien, il sera dans les notes de l'épisode. C'est Aprifel pour ceux qui nous écoutent, donc aprifel.com. Si vous voulez avoir plus de renseignements, allez lire les revues, les articles, et puis également avoir accès aux différentes fiches nutritionnelles. C'est sur le site d'Aprifel. Euh, de ton point de vue, comment est-ce que les politiques publiques, elles peuvent influencer notre alimentation? Alors, on sait aujourd'hui, hein, que les politiques publiques jouent un rôle, important dans l'orientation des habitudes alimentaires de la population et notamment il y a plusieurs axes, hein. Il y a tout ce qui est réglementation et législation. Déjà l'étiquetage nutritionnel, donc avec les valeurs nutritionnelles. On a maintenant aussi, tout le monde le connaît, le logo Nutri-Score qui permet, de comparer des produits, transformés, entre eux. Donc pour moi, hein, sur une gamme, par exemple de céréales ou autre, ça permet, de prendre, voilà, de comparer au niveau de la valeur nutritionnelle. Donc ça donne, un message quand même aux consommateurs. Après, il y a tout ce qui est restriction sur les publicités, notamment, pour les aliments malsains destinés aux enfants, c'est-à-dire, d'éviter, voilà, les heures auxquelles ils peuvent, être devant la télé. Ensuite, il y a tout ce qui est taxes et subventions. Donc, les taxes sur les boissons sucrées. En gros, introduire des taxes, il y en a, hein, d'ailleurs, en France, hein, introduire des taxes sur les boissons sucrées et d'autres produits alimentaires, voilà, pas sain, entre guillemets, je le mets entre guillemets, j'aime pas trop ce terme. Donc pour réduire la consommation, il y a subventionner les aliments sains. Donc subventionner les fruits et légumes, céréales complètes et autres aliments. Donc aujourd'hui en France, pour les fruits et légumes, on l'a pas encore, mais peut-être qu'un jour, voilà, le chèque fruits et légumes, on en parle, et on en parlait un petit peu, ces derniers temps. Mais aux États-Unis, par exemple, ils ont un programme, le programme WIC, pour
pour les populations défavorisées, les femmes enceintes. En fait, il leur donne un chèque fruits et légumes ou un panier, en fait, pour qu'ils puissent acheter des aliments sains et ils montrent un impact positif à ce propos. Après, il y a des initiatives en France hein, qui existent par rapport à ça. Ensuite, comme on en parlait, hein, je pense que tout ce qui est programme de sensibilisation et d'éducation, donc à l'école, donc c'est voilà, les campagnes de sensibilisation ou l'éducation nutritionnelle dans les écoles, c'est important. Après, l'amélioration de l'accès aux aliments sains, donc pour tout ce qui est, dans les cantines. Aujourd'hui, on est régi aussi par, la réglementation GEMRCN, donc c'est la réglementation, pour fournir dans les écoles. Donc c'est quand même un respect, puis on essaye, voilà de proposer, une alimentation, saine, et variée. Et ensuite, il y a tout ce qui est faut pas oublier, je pense, mais c'est important que la recherche soit financée pour, du coup, continuer à travailler sur ces problématiques-là, hein, sur la nutrition, comme on l'a dit, les comportements alimentaires et voilà, la durabilité, enfin voilà, toutes les problématiques. Donc le financement de la recherche est important. Donc les politiques publiques, c'est vrai que, à Prifel, enfin Prifel, tout ce qu'on fait ou voilà, même les conférences, c'est à destination des politiques publiques, pour faire avancer les choses. Il y a du coup, je parlais de la conférence EGA, il y a quelques années, une des conclusions, c'était, d'améliorer l'accessibilité des fruits et légumes, notamment à l'école et il y a eu, une recommandation, c'était, de mettre, un fruit ou légume à l'école. Et il y a eu un programme européen là-dessus, et là, c'est encore en cours, et maintenant, c'est fruits et lait à l'école au niveau de l'Europe. Donc, on essaye voilà, de faire bouger un peu tout ça pour que, en effet, en fait, notre adage, ça serait que, oh, je l'ai plus là, que du coup, ah, donc en gros, il faudrait que le choix par défaut serait le choix sain, en fait. Enfin, j'ai pas le terme, j'ai plus l'adage, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, que ce serait le choix logique à faire. Oui, c'est ça, qu'en fait, aujourd'hui, si, partout où on va, enfin, c'est comme, aujourd'hui, on parle de politique publique, il y a plus de distributeurs, automatiques, dans les écoles ou autres, hein, et heureusement. Enfin, dans les écoles, je sais pas s'il y en avait d'ailleurs, mais, il me semble. Allez, je suis Bah, je fatiguée. sais qu'il y a Anthony Fardet qui travaille pas mal là-dessus par rapport aux enfants et qui là est en train de mener une étude ou qui a mené une étude sur tout ce qui est fast-food et tout ça qui sont très proches des écoles et du coup qui aimerait faire changer ça et que ce genre de restauration n'ait pas le droit entre guillemets de s'installer aussi proche des écoles parce que forcément, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, dès que c'est super proche, c'est super facilement accessible eh ben, bah, on va aller là-bas forcément, quoi. Donc, il a Mmh. travaillé là-dessus. Je voulais revenir aussi sur deux points que tu as mentionnés. Les aides que tu as parlé là pour les femmes enceintes. Je sais qu'il y a la ville de Strasbourg qui a mis en place, alors ça s'appelle Ordonnance verte, où ils aident en fait les femmes enceintes à éviter tout ce qui est les perturbateurs endocriniens, etc. Donc, ils ont des ateliers, puis ils ont des aides, etc pour, pour faire comprendre et pour aider les femmes à vivre leur, leur phase vraiment de grossesse le mieux possible pour elles et pour leur bébé, pour essayer de leur apporter les meilleurs nutriments, etc. possibles. Mmh. Et D'ailleurs, il y a le je voulais... programme, pardon. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, non, il y a le programme, Malin aussi, MALIN, donc dirigé par Benjamin Cavalli, qui est un vaste programme en France et qui travaille aussi, sur, ce sujet-là. En fait, donner les bons tips, aux femmes, enceintes et voilà, pendant les 3 ans, ensuite. Ah, super intéressant ça. J'irai regarder, je connaissais pas du tout. Mmh. Et je reviens aussi sur un point où tu as parlé ben, des goûters ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui m'a fait venir là-dessus.
il faut bien se rendre compte qu'il y a une étude là, qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est 90% des goûters des enfants sont de la malbouffe et sont ultra transformés. Donc, moi, je trouve ça vraiment un chiffre quand même assez important et incroyable. Donc, oui, c'est pas évident de faire manger des choses aux enfants, mais attention à ce qu'on leur fait manger parce que 90% sont ultra transformés. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre un petit week-end et faire les goûters de la semaine ou ce genre de choses? Voilà, moi je voudrais juste sensibiliser là-dessus parce que moi, ce qui me rend triste, c'est que les enfants, en fait, ils n'ont pas le choix sur ce qu'ils achètent ou sur ce qu'ils mangent. Ils sont un peu dépendants des parents. Et bah, comme on a vu, c'est les parents qui donnent les bonnes habitudes aux enfants. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, à essayer à faire. Alors, j'ai pas d'enfant, donc c'est facile de, de dire. Mais peut-être que, Johanna, tu peux nous donner un peu, je sais pas, quelques conseils pratiques là-dessus. Encore une fois, ben, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que ça peut faire peur à certains parents de dire: «Ah, il faut que je cuisine, pour toute la semaine, j'ai pas le temps», quoi que ce soit, mais essayer au moins, lundi, mardi. Puis c'est vrai que les goûters, voilà, on les fractionne et ne pas oublier de mettre, aussi des fruits et légumes. C'est vrai que là, bon, là, les enfants ne sont plus, à l'école, mais après les goûters, ça peut être, une pastèque, enfin un peu de pastèque, de l'abricot, ça peut être, enfin, il y a tellement de choix, en fait, et les enfants sont demandeurs. C'est vrai que moi, quand je mets des fruits et légumes, ou des gâteaux à base de fruits et légumes, je reprends ma boîte de goûter, il y a plus rien dedans, hein. Oui, finalement, un gâteau, comme tu viens de le dire, c'est pas hyper compliqué à faire. On prend de la farine, complète ou semi-complète, même, d'autres types de farine de qualité, et puis comme tu as dit, des fruits et des légumes dedans, ben, je pense que ça marche très bien et au Oui, les final, on en gâteaux au fait yaourt. un et ça ouais, voilà et ça fait pour plusieurs jours. Et après, si l'enfant n'est pas, voilà, on peut aussi dire, bon, lundi, ça sera, voilà, ce gâteau-là, et puis comme on disait tout à l'heure, et ben, voilà, on fait le gâteau avec l'enfant, bah, regarde, lundi, tu auras, cette part-là, tu pourras en discuter avec les autres. Mais c'est vrai que moi, je vois, des fois mon fils quand il me dit qu'une fois, il y avait un j'ose même pas le dire, mais un burger froid ou des frites. Donc je me dis que pour le goûter. Heu et en effet, les enfants n'ont pas le choix que de manger parce que du coup, ils ont faim à 4 heures. Donc c'est important, en effet, de sensibiliser les parents pour leur dire que, et pour les habituer aussi un petit peu au sucre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gâteaux, ultra transformés, j'entends, sont très sucrés, riches en gras, et voilà, il y a des alternatives qui font, même avec, voilà, le sirop d'agave ou quoi que ce soit, qui ont un pouvoir sucrant important, de diminuer un peu le sucre et d'avoir des gâteaux, peut-être un peu moins sucrés, mais du coup, ça les aide pour la suite. Voilà, je pense. C'est un avis personnel, hein, donc On arrive tout doucement à la dernière question de l'épisode. C'est quoi pour toi ton petit plaisir coupable alimentaire? Bah, ta collation, ton snack favori, mais ça peut aussi être un plat ou un simple aliment. alors, bon, il y en a pas qu'un, mais je vais pas, faire toute ma liste, mais il y en a un particulièrement, c'est la mayonnaise maison, donc celle, d'ailleurs celle de mon conjoint ou celle de ma mère. Elle est juste extra, avec un cake au thon ou voilà, ou des fruits de mer. C'est quelque chose que, voilà, c'est vraiment mon plaisir, 100. Et après côté sucré, j'avoue, j'ai beaucoup du mal à résister à la tarte au citron meringuée. Donc surtout, ne m'en achetez pas parce que je risque de craquer facilement. Super, eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes tes explications. Si on veut un petit peu plus de Aprifel ou se renseigner sur toutes les études, où est-ce qu'on peut les retrouver? Donc on a déjà mentionné le site internet. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut se renseigner là-dessus? Sur le site internet est déjà bien complet. Après, il y a aussi, la page Facebook d'Aprifel, où il y a du coup des tips, et puis, on a des programmes aussi. Heu, on a des pages spéciales, mais là, ça sera sur Aprifel. Là, je les connais, enfin voilà, je les ai plus en tête, les pages, mais
sur le site, vous allez déjà trouver pas mal et après il me semble qu'on a Insta aussi, Instagram, mais sur un programme particulier, sur les 1000 premiers jours, il me semble. Donc mais je redonnerai les liens, Oui, ça voilà, je marche. Je redonne les les liens. mettrai dans les notes de l'épisode. En tout Mmh. cas, pour tous ceux qui veulent se renseigner, le principal, c'est aprifel.com. Merci beaucoup, Johanna, pour ton temps et pour toutes Merci tes Mehdi. explications. Et puis, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Merci Mehdi, à toi aussi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.